Dans les registres incendiés de la plantation Engenho da Conceição, une seule ligne subsiste, griffonnée à l'encre noire. La première nuit de chaque esclave appartient à celle qui règne dans l'ombre. Ce qui suit n'aurait jamais dû être découvert. Avant de plonger dans cette histoire interdite, abonnez-vous à cette chaîne et laissez un commentaire pour nous dire de quelle ville vous nous écoutez. Croyez-moi, vous voudrez partager ce que vous allez entendre. Et maintenant, permettez-moi de vous emmener au Brésil, à une époque où certaines vérités étaient plus dangereuses que n'importe quel mensonge. L'année 1837. La région du Recôncavo Baiano, dans la province de Bahia, au Brésil. Les champs de canne à sucre s'étendaient à perte de vue sous un soleil impitoyable, ondulant comme une mer verte et cruelle qui avalait les vies humaines aussi facilement que la terre avalait l'eau des pluies torrentielles. C'était l'époque de l'Empire brésilien, 15 ans après l'indépendance du Portugal, mais les structures coloniales demeuraient intactes, presque sacrées dans leur brutalité. La plantation Engenho da Conceição appartenait à la famille Tavares depuis plus d'un siècle. Rodrigo Henrique Tavares en était le maître incontesté. Un homme de 42 ans dont le nom seul faisait trembler les esclaves dans un rayon de 3 lieues. Grand, le visage marqué par le soleil et par quelque chose de plus sombre encore. Il portait toujours des vêtements de lin blanc immaculés qui contrastaient avec la noirceur de ses yeux. Ses mains, dit-on, n'avaient jamais connu le travail manuel, mais elles connaissaient d'autres formes de labeur, d'autres façons de marquer la chair humaine. La Casa Grande, la grande maison du maître, se dressait sur une colline légère, dominant les senzalas, ces baraquements misérables où s'entassaient plus de 300 âmes enchaînées. La demeure était imposante, construite en pierre blanche avec des tuiles rouges importées de Lisbonne, entourée de jardins luxuriants où des fleurs exotiques côtoyaient des plantes médicinales cultivées selon les connaissances des Africains et des indigènes. Les fenêtres à volets verts scrutaient les champs comme des yeux sans paupières. À l'intérieur, les murs étaient recouverts d'azulejos portugais représentant des scènes bibliques, une ironie cruelle pour ce qui s'y déroulait réellement. Mais c'est l'épouse de Rodrigo qui constituait l'énigme la plus troublante de cette plantation. Isabella Catarina Tavares, née Ribeiro, était arrivée à Engenho da Conceição en 1834, à l'âge de 19 ans, pour un mariage arrangé par leurs familles respectives. Issue d'une famille de négociants de Salvador, elle avait reçu une éducation raffinée, inhabituelle pour l'époque. Elle savait lire, écrire, parlait français et possédait des notions de médecine naturelle héritées d'une grand-mère qui avait étudié avec des religieuses. Les premiers mois, les esclaves la décrivaient comme une femme douce, presque fragile, aux longs cheveux noirs toujours coiffés en chignon serré, aux yeux d'un brun presque doré, qui semblaient toujours légèrement humides, comme au bord des larmes. Elle portait des robes sombres, du bleu nuit ou du bordeaux profond, jamais de couleur vive. Sa peau pâle ne voyait jamais directement le soleil. Elle se déplaçait dans la maison comme une ombre, silencieuse, presque invisible. Certains se souvenaient de l'avoir entendue pleurer, la nuit, derrière les murs épais de la chambre conjugale. Puis, quelque chose avait changé. Personne ne savait exactement quand ni comment, mais au cours de l'année 1835, Isabella était devenue autre. Elle ne pleurait plus. Son regard s'était durci, son sourire avait disparu, remplacé par une expression indéchiffrable qui glaçait le sang. Elle avait commencé à se promener dans les champs, chose inhabituelle pour une señora, observant le travail des esclaves avec une attention inquiétante. Elle posait des questions au contremaître, un mulâtre brutal nommé Sébastien qui servait de pont entre le monde des maîtres et celui des esclaves. Elle voulait savoir qui était nouveau, qui venait d'arriver d'Afrique, qui parlait quelle langue, qui résistait, qui obéissait. Et puis il y avait eu la première nuit. La nuit qui allait définir l'horreur silencieuse qui régnait sur Engenho da Conceição. En septembre 1835, un navire négrier avait accosté au port de Salvador avec une cargaison de 147 Africains,
principalement des Yoruba et des Hausas, capturés dans les guerres intestines de l'Afrique de l'Ouest. Rodrigo Tavares avait fait l'acquisition de 23 hommes, tous jeunes, entre 16 et 28 ans, sélectionnés pour leur constitution physique et leur apparente docilité après des mois d'enfer dans les cales du bateau. Parmi eux se trouvait un homme qu'on appellerait plus tard Thomas, car son véritable nom, Olufemi, avait été immédiatement effacé par les négriers. Il avait 22 ans, était grand et musclé malgré les privations du voyage. Il venait d'une famille de forgerons dans son village natal, une position de respect et de pouvoir. Il parlait yoruba et un peu d'arabe, appris d'un commerçant qui traversait régulièrement sa région. Ses yeux, d'après les rares témoignages qui subsistent, brillaient d'une intelligence aiguë et d'une colère contenue qui ne demandait qu'à exploser. Les nouveaux esclaves avaient été marqués au fer rouge avec les initiales RT, Rodrigo Tavares, sur l'épaule droite. La chair brûlée, l'odeur nauséabonde, les cris étouffés. Puis, ils avaient été conduits au Senzala, où on leur avait distribué des vêtements sommaires, de la farine de manioc et de l'eau. Le contremaître Sébastien leur avait expliqué les règles dans un mélange de portugais et de langues africaines qu'il avait apprises au fil des années. Travail du lever au coucher du soleil, pas de révolte, pas de fuite. La punition pour toute transgression était le fouet, la mutilation ou la mort. Mais ce soir-là, Sébastien avait ajouté quelque chose d'inhabituel, quelque chose qui avait fait frémir même les esclaves les plus anciens. Il avait regardé Thomas droit dans les yeux et avait dit « Cette nuit, tu ne dormiras pas ici. La señora a demandé à te voir. » Un silence de mort s'était abattu sur la Senzala. Les esclaves plus anciens avaient échangé des regards lourds de signification. Certains avaient baissé la tête. D'autres avaient murmuré des prières dans leur langue natale. Un vieil homme qu'on appelait Pai João, un Angolais arrivé 30 ans plus tôt et qui avait survécu à tout, avait saisi le bras de Thomas et avait chuchoté quelque chose en Kikongo, une langue que Thomas ne comprenait pas, mais le ton était clair. C'était un avertissement, peut-être même un adieu. Sébastien avait emmené Thomas vers la Casa Grande alors que la nuit tombait sur la plantation. Les grillons chantaient, les grenouilles croassaient près de l'étang artificiel, et au loin, on entendait le bruit sourd des moulins à sucre qui fonctionnaient nuit et jour pendant la récolte. Thomas marchait, les chaînes aux pieds résonnant sur le chemin de terre, son cœur battant avec une violence qu'il tentait de maîtriser. Il avait vu des horreurs pendant la traversée. Il avait vu des hommes et des femmes jetés vivants à la mer. Il avait vu des enfants mourir de maladie dans les bras de leur mère. Il pensait avoir tout vu de la cruauté humaine. Il se trompait. Ils étaient entrés par la porte de service, celle que les esclaves domestiques utilisaient. L'intérieur de la maison était d'un luxe écrasant pour quelqu'un qui n'avait connu que la pauvreté de son village, puis l'enfer du navire. Des meubles en jacaranda, des miroirs encadrés d'or, des chandeliers en argent, des tapis persans. L'odeur était étrange, un mélange de cire de bougies, de fleurs coupées et de quelque chose d'autre, quelque chose de douceâtre et de vaguement écœurant qu'il ne parvenait pas à identifier. Sébastien l'avait conduit à une chambre au premier étage, à l'arrière de la maison. Il avait frappé doucement à la porte, attendu une réponse qui n'était pas venue sous forme de mots, mais d'un simple bruit. Puis il avait ouvert. Il avait poussé Thomas à l'intérieur et avait refermé la porte derrière lui, sans un mot, sans un regard. La pièce était faiblement éclairée par 3 bougies disposées sur une commode. Un grand lit à baldaquin occupait le centre, recouvert de draps blancs immaculés. Au mur, des images pieuses, des crucifix, une représentation de Nossa Senhora da Conceição, la Vierge de la Conception, patronne du Brésil. Et au milieu de tout cela, assise sur une chaise près de la fenêtre, se tenait Isabella Catarina Tavares. Elle portait une chemise de nuit blanche qui couvrait son corps de la gorge aux chevilles, mais le tissu était suffisamment fin pour révéler les contours de sa silhouette. Ses cheveux étaient détachés, tombant en cascades noires sur ses épaules, ce qui était considéré comme extrêmement intime à l'époque. Elle regardait Thomas avec une expression difficile à déchiffrer.
Ce n'était pas du désir, pas de la curiosité, pas même de la cruauté évidente. C'était quelque chose de plus complexe, de plus sombre. C'était de la résignation mêlée à une forme de pouvoir froid, comme si elle accomplissait un rituel dont elle connaissait parfaitement les étapes, mais dont elle ne tirait aucune joie. « Approche », avait-elle dit en portugais, sa voix basse et monocorde. Thomas était resté immobile. Il ne comprenait pas les mots, mais le ton était un ordre. Elle avait répété, cette fois en se levant de sa chaise et en faisant un geste de la main. Lentement, les chaînes cliquetant à chaque pas, il s'était approché. Son esprit travaillait à toute vitesse. Était-ce une forme de torture, une humiliation avant une exécution ou quelque chose d'encore plus pervers? Isabella avait posé sa main sur son torse nu, là où la marque au fer rouge était encore à vif. Il avait tressailli de douleur, mais elle n'avait pas retiré sa main. Elle avait examiné la brûlure avec un intérêt clinique, presque médical. Puis elle avait parlé, en portugais, sachant qu'il ne comprenait probablement pas, mais parlant quand même, peut-être pour elle-même plus que pour lui. « Tu es le 27e, avait-elle murmuré. « Le 27e depuis que cela a commencé. Tu te demandes pourquoi tu es ici, n'est-ce pas? Tu te demandes ce que je vais faire. » Elle avait fait une pause, son regard se perdant dans le vide. « Je ne suis qu'un outil. Lui, il regarde toujours. C'est sa façon de marquer ce qui lui appartient. De marquer ce qui m'appartient aussi, maintenant, tu comprends? Non, bien sûr que non. Comment pourrais-tu? » Ce qui s'était passé ensuite dans cette chambre, Thomas ne l'avait jamais raconté dans son intégralité. Les fragments qui ont survécu proviennent de témoignages indirects, de conversations murmurées des décennies plus tard, de confessions faites sur des lits de mort. Mais une chose était certaine, Isabella avait suivi un protocole précis, presque rituel. Elle avait fait déshabiller Thomas complètement. Elle avait examiné son corps sous tous les angles, notant mentalement ou peut-être même sur un carnet caché les cicatrices, les marques, les particularités, puis elle l'avait fait s'allonger sur le lit. Et pendant tout ce temps, derrière un paravent en bois sculpté qui séparait la chambre d'un petit salon adjacent, Rodrigo Henrique Tavares observait. Il ne participait pas, il ne touchait pas, il regardait simplement, assis dans un fauteuil, un verre de cachaça à la main, ses yeux froids fixés sur la scène qui se déroulait selon sa volonté. Car c'était là le secret monstrueux d'Engenho da Conceição. Rodrigo Tavares offrait sa propre épouse aux nouveaux esclaves mâles, mais ce n'était ni par générosité ni par perversion simple. C'était un système de domination d'une sophistication glaçante. C'était une façon de briser psychologiquement les nouveaux arrivants, de les marquer d'une honte indélébile, de créer un lien de culpabilité et de terreur qui les rendrait plus dociles. Et c'était aussi une façon de dominer Isabella elle-même, de la réduire à un instrument de sa volonté, de détruire en elle toute trace d'humanité ou de révolte. Cette première nuit avec Thomas avait duré jusqu'à l'aube. Quand Sébastien était venu le chercher, le jeune homme marchait comme un automate. Ses yeux étaient vides. Il ne parlait pas. Il ne pleurait pas. Il était ailleurs, déjà mort à l'intérieur, tout en continuant à respirer. On l'avait ramené à la senzala, où les autres esclaves avaient compris, sans qu'un mot soit prononcé. Pejuan avait simplement hoché la tête avec tristesse. Et la vie sur la plantation avait continué, comme si rien ne s'était passé. Comme si l'horreur était désormais tissée dans le quotidien, invisible mais omniprésente. Les semaines suivantes avaient révélé l'ampleur du système mis en place par Rodrigo Tavares. Ce n'était pas un incident isolé, pas une perversion ponctuelle. C'était une pratique établie, presque institutionnalisée au sein de la plantation. Chaque fois qu'un lot de nouveaux esclaves arrivait, Rodrigo sélectionnait personnellement un ou plusieurs hommes pour ce qu'il appelait, avec un cynisme glaçant, l'initiation. Il choisissait toujours les plus fiers, les plus forts, ceux dont les yeux brillaient encore d'une étincelle de résistance. Jamais les brisés, jamais les malades, jamais les résignés. Non, il voulait ceux qui avaient encore quelque chose à perdre, quelque chose à briser. Thomas avait été intégré aux équipes de travail des champs de canne. Le labeur était d'une dureté inimaginable.
Debout avant l'aube, les esclaves travaillaient sous un soleil qui transformait la terre en fournaise. La canne à sucre devait être coupée à la base avec des facons, de longues machettes tranchantes qui mutilaient autant les hommes que les plantes. Les mains se couvraient d'ampoules qui éclataient et se reformaient en callosités épaisses. Le dos se courbait sous le poids des charges. Les pieds, souvent nus ou protégés seulement par des sandales de fortune, étaient lacérés par les feuilles acérées de la canne. Les serpents venimeux se cachaient entre les rangées. Les insectes piquaient sans relâche. La déshydratation tuait lentement. Mais ce n'était pas le travail physique qui détruisait Thomas. Il était fort, il pouvait endurer la douleur du corps. C'était la douleur de l'âme qui le rongeait. Chaque fois qu'il voyait Isabella traverser les champs dans ses robes sombres, un parasol à la main pour se protéger du soleil, accompagné de Sébastien, il sentait une vague de honte et de rage le submerger. Elle ne le regardait jamais directement. Elle passait simplement, fantomatique, comme si cette nuit n'avait jamais existé, comme si lui n'existait pas. Et puis, environ 1 mois après son arrivée, un nouveau groupe d'esclaves était arrivé à Engenho da Conceição. 12 hommes, tous jeunes, tous terrifiés après la traversée. Rodrigo avait fait son inspection habituelle, marchant lentement devant la ligne d'hommes enchaînés, les examinant comme du bétail. Il s'était arrêté devant un homme d'environ 25 ans, un Hausa nommé Youssouf, qui serait rebaptisé Antonio. Grand, le regard défiant malgré l'épuisement, les épaules larges. Celui-là, avait dit Rodrigo à Sébastien, et tous les esclaves présents avaient compris ce que cela signifiait. Cette nuit-là, Antonio avait été emmené à la Casa Grande, et Thomas, allongé dans la senzala, avait fermé les yeux et avait prié les orixas de son peuple, les divinités Yoruba, que sa mère lui avait enseignées malgré les efforts des missionnaires chrétiens. Il avait prié pour l'âme d'Antonio, il avait prié pour la sienne, il avait prié pour qu'un jour, d'une manière ou d'une autre, cette abomination prenne fin. Mais les mois passaient et rien ne changeait. L'Angénio suivait son cycle immuable. Récolte de la canne, broyage dans les moulins, cuisson du jus dans d'immenses chaudrons où les esclaves travaillaient dans une chaleur infernale, leur corps ruisselant de sueur, respirant les vapeurs toxiques. Production du sucre qui serait expédié vers Salvador, puis vers l'Europe, pour sucrer le thé et le café de gens qui ne connaîtraient jamais le prix humain de leur douceur. Et à intervalles réguliers, l'arrivée de nouveaux esclaves, la sélection, l'initiation nocturne, le silence pesant qui suivait. Isabella, quant à elle, semblait se transformer davantage à chaque passage des saisons. Elle avait commencé à participer plus activement à la gestion de la plantation, chose inhabituelle pour une señora, mais que Rodrigo encourageait. Elle inspectait les réserves de nourriture destinées aux esclaves, vérifiant que les rations n'étaient ni trop généreuses ni trop insuffisantes, cherchant l'équilibre exact entre la survie et la faim qui maintenait les esclaves dans un état de dépendance constante. Elle assistait aux punitions, observant sans expression, tandis que le fouet déchirait la peau des dos. Elle prenait des notes dans un petit carnet en cuir noir qu'elle gardait toujours avec elle, répertoriant qui était fort, qui était faible, qui mourait, qui survivait. Les esclaves domestiques, ceux qui travaillaient dans la maison et entendaient parfois des bribes de conversation, rapportaient des fragments troublants. Isabella et Rodrigo ne se parlaient presque jamais en public, mais la nuit, derrière les portes fermées, leurs voix s'élevaient parfois. Non pas en dispute passionnée, mais en discussion froide, calculée, comme des associés dans une entreprise commerciale plutôt que comme des époux. On murmurait qu'ils faisaient chambre séparée depuis des mois, que Rodrigo ne touchait plus Isabella, que leur mariage était devenu un arrangement purement pratique, centré autour de ce rituel nocturne avec les esclaves. Certains esclaves plus anciens se souvenaient d'une époque différente, avant l'arrivée d'Isabella, quand Rodrigo était déjà cruel, mais d'une cruauté plus ordinaire, plus prévisible. Ils se souvenaient du maître précédent,
le père de Rodrigo, Henrique Tavares, mort en 1833 d'une fièvre soudaine. Le vieux Henrique avait été brutal à sa manière, mais il suivait les règles non écrites de la société esclavagiste de l'époque. Il punissait les rébellions, exploitait le travail. Mais il ne s'aventurait pas dans ces territoires psychologiques sombres que son fils avait choisi d'explorer. Qu'est-ce qui avait transformé Rodrigo en ce qu'il était devenu? Qu'est-ce qui avait transformé Isabella? Ces questions hantaient les esprits de ceux qui vivaient sous leur domination, mais personne n'osait les poser à voix haute. Si cette histoire vous glace déjà le sang, appuyez sur j'aime et dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez qu'il s'est vraiment passé entre Rodrigo et Isabella pour en arriver à cette horreur. Croyez-moi, ce que vous allez découvrir ensuite est encore plus troublant. L'année 1838 apporta avec elle une sécheresse inhabituelle pour la région. Les pluies de l'automne ne vinrent pas, ou si peu que les champs commencèrent à jaunir prématurément. Le niveau de l'eau dans les réservoirs baissa dangereusement. Les esclaves devaient marcher de plus en plus loin pour puiser l'eau nécessaire aux moulins et à la consommation. La faim toujours présente devint plus aiguë. Les rations furent réduites, les maladies se propagèrent. La typhoïde emporta 12 esclaves en un mois. Le scorbut fit des ravages, parmi ceux dont l'alimentation était la plus pauvre. C'est dans ce contexte de tension croissante que Thomas commença à changer. Après presque 3 ans sur la plantation, il avait appris le portugais, d'abord par nécessité pour comprendre les ordres, puis par volonté de comprendre le monde dans lequel il était piégé. Il écoutait les conversations, absorbait les informations, observait les dynamiques de pouvoir. Et lentement, imperceptiblement, quelque chose se rallumait en lui. Ce n'était plus l'étincelle de résistance aveugle de sa jeunesse, mais quelque chose de plus froid, de plus calculé. C'était de la détermination. Il s'était lié d'amitié avec Pai João, le vieil Angolais qui avait tenté de l'avertir lors de sa première nuit. João avait survécu 3 décennies d'esclavage en développant une sagesse particulière, une compréhension profonde des mécanismes de survie et de résistance. Il ne prêchait pas la révolte ouverte, il savait que c'était un suicide. Mais il enseignait les petites rébellions, les façons de préserver son humanité dans un système conçu pour la détruire. Il transmettait les histoires des ancêtres, les chants en langues africaines, les prières aux orixas, que l'Église catholique tentait d'effacer. « Tu veux comprendre pourquoi le Sino fait ce qu'il fait ?» avait demandé João un soir, alors qu'ils étaient assis dans un coin sombre de la Senzala, parlant à voix basse pour ne pas être entendus. « Ce n'est pas pour le plaisir de la chair, c'est pour le pouvoir. Quand un homme couche avec la femme du maître, même forcé, même violé, il porte une marque invisible. Il devient complice malgré lui, il ne peut plus se considérer comme pur dans sa révolte. » Et la señora, elle aussi, elle est brisée de cette façon. Elle n'est plus une femme, elle est un instrument. Et un instrument ne se révolte pas. Thomas avait écouté en silence, digérant ses paroles. Puis il avait posé la question qui le hantait depuis des mois. « Est-ce qu'il y a eu d'autres avant moi ? Tu as dit que j'étais le 27e. » João avait hoché la tête gravement. « J'en ai connu beaucoup. Certains sont devenus fous. Certains se sont pendus. Certains ont tenté de s'enfuir et ont été rattrapés, torturés, tués comme exemple. Mais quelques-uns ont survécu, comme toi, comme Antonio. Vous portez tous la même blessure. Et peut-être un jour, cette blessure commune deviendra une force. » C'était une idée dangereuse, presque suicidaire, mais elle avait germé dans l'esprit de Thomas. Il avait commencé à observer Antonio avec plus d'attention. Le Hausa travaillait dans les champs avec une intensité farouche, comme s'il cherchait à s'épuiser physiquement pour ne pas penser. Mais parfois, leurs regards se croisaient, et Thomas voyait dans les yeux d'Antonio le même mélange de honte, de rage et de désespoir qu'il ressentait lui-même. Un dimanche, jour de repos partiel où les esclaves étaient autorisés à cultiver leur propre petit jardin potager pour compléter leur ration, Thomas s'était arrangé pour travailler près d'Antonio. Ils avaient échangé quelques mots en portugais, prudemment, sachant que Sébastien avait des informateurs parmi les esclaves.
Puis, profitant d'un moment où personne ne les observait, Thomas avait murmuré « Tu sais ce qu'il nous a fait. Tu sais pourquoi ?» Antonio avait figé, ses mains se crispant sur la houe qu'il tenait. Puis, sans regarder Thomas, il avait répondu d'une voix blanche « Je sais, mais que peut-on y faire? Nous sommes des morts vivants. » « Peut-être, avait dit Thomas, ou peut-être que nous sommes les seuls qui comprennent vraiment qui est le monstre ici. Cette conversation avait marqué le début d'une alliance secrète. Thomas, Antonio et quelques autres hommes qui avaient subi la même humiliation commencèrent à se réunir discrètement, toujours en petits groupes, toujours en faisant semblant de travailler ou de se reposer. Ils ne parlaient pas ouvertement de révolte, pas encore, mais ils partageaient leurs observations sur les routines de la plantation, sur les faiblesses du système de surveillance, sur les moments où les maîtres étaient moins vigilants. Et ils discutaient d'Isabella, car elle était devenue, dans leur esprit collectif, une figure paradoxale, à la fois victime et bourreau, à la fois prisonnière et geôlière. Certains la haïssaient avec une intensité brûlante, la tenant pour aussi coupable que Rodrigo. D'autres ressentaient une forme perverse de pitié, reconnaissant en elle une autre esclave, enchaînée par des liens différents mais tout aussi réels. Thomas, lui, oscillait entre ces deux pôles. Il l'avait observé pendant des mois, cherchant à comprendre ce qui se cachait derrière son masque impassible. Et il avait remarqué des détails que d'autres avaient manqués. La façon dont ses mains tremblaient légèrement quand elle pensait que personne ne regardait. Les cernes sous ses yeux qui s'approfondissaient de semaine en semaine. Le fait qu'elle avait perdu du poids, son corps devenant presque squelettique sous ses robes amples. Et surtout, il avait remarqué qu'elle prenait de plus en plus souvent une petite fiole en verre qu'elle gardait dans une poche de sa robe, buvant quelques gouttes d'un liquide ambré. Un jour de septembre 1838, alors que Thomas travaillait près de la Casa Grande, réparant une section de clôture sous la supervision distraite de Sébastien, il avait entendu des voix élevées provenant de l'intérieur de la maison. C'était inhabituel. Les Tavards ne se disputaient jamais publiquement, maintenant toujours une façade de respectabilité. Mais cette fois, quelque chose semblait avoir rompu le vernis de leur relation glaciale. « Tu ne peux pas continuer ainsi. » C'était la voix d'Isabella, aiguë, presque hystérique. « Je ne suis pas un objet. Je ne suis pas ton outil. » La réponse de Rodrigo était trop basse pour être distinctement entendue, mais le ton était menaçant. « Non !» Isabella avait crié. « Tu as dit que ce serait temporaire, que c'était nécessaire pour établir ton autorité, mais cela fait 3 ans. 3 ans que je suis réduite à ça. Quand est-ce que ça s'arrêtera ?» Nouveau grondement de Rodrigo, puis un bruit sourd, comme si quelque chose de lourd était tombé ou avait été jeté contre un mur. Ensuite, le silence. Un silence pesant, menaçant, qui fit dresser les cheveux sur la nuque de Thomas. Sébastien avait immédiatement réagi, sifflant à Thomas de retourner au travail et de ne rien avoir entendu, son visage trahissant une inquiétude inhabituelle. Le contremaître mulâtre était peut-être brutal, mais il n'était pas stupide. Il savait que les secrets de la Casa Grande étaient dangereux, même pour lui. Le lendemain, Isabella n'était pas sortie de la maison. Ni le jour suivant. Les esclaves domestiques chuchotaient qu'elle était malade, qu'elle restait cloîtrée dans sa chambre, refusant de manger. Une vieille esclave nommée Benedita, qui servait comme cuisinière et qui avait gagné une certaine confiance auprès d'Isabella au fil des années, fut la seule autorisée à entrer. Quand elle ressortait avec les plateaux intacts, son visage était sombre, préoccupé. Thomas avait réussi à parler brièvement avec Benedita un soir, profitant d'un moment où elle venait chercher de l'eau au puits près des Senzala. « Comment va la señora ?» avait-il demandé avec une prudence feinte. Benedita l'avait regardé avec des yeux fatigués, puis avait jeté un coup d'œil autour d'elle pour s'assurer qu'ils étaient seuls. « Elle est en train de mourir », avait-elle murmuré. « Pas de maladie du corps, mais de l'esprit. Elle boit ce laudanum comme si c'était de l'eau. Elle ne dort plus, ou seulement par brefs moments quand la drogue la terrasse. Elle parle toute seule parfois. Elle dit des choses étranges. Quel genre de choses ? Avait insisté Thomas.
Benedita avait hésité, puis elle parle d'un pacte, d'un marché qu'elle a fait. Elle répète « Je pensais que je pourrais le supporter. Je pensais que ce serait le prix pour ma liberté. Mais il n'y a pas de liberté dans l'enfer. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ?» Thomas n'avait pas répondu, mais son esprit tournait à pleine vitesse. Un pacte, un marché. Cela confirmait ce qu'il avait commencé à soupçonner. Isabella n'avait pas toujours été ce qu'elle était devenue. Quelque chose s'était passé. Quelque chose l'avait transformée, et ce quelque chose impliquait un choix qu'elle avait fait, ou cru faire. Au cours des semaines suivantes, Isabella avait fini par réapparaître, mais elle était comme une ombre d'elle-même. Elle flottait à travers la plantation, ses mouvements mécaniques, son regard vide. Elle ne supervisait plus les esclaves avec la même attention. Elle ne prenait plus de notes dans son carnet noir. Elle se contentait d'exister, à peine, comme si une partie essentielle d'elle-même s'était éteinte. Et puis, en novembre de cette même année, quelque chose d'inattendu se produisit. Un visiteur arriva à Engenho da Conceição. C'était un homme dans la cinquantaine, habillé de façon austère mais élégante, qui se présenta comme le docteur Álvaro Ferreira da Silva, médecin de Salvador envoyé par la famille Ribeiro, les parents d'Isabella, qui avaient reçu des lettres inquiétantes de leur fille et souhaitaient s'assurer de son état de santé. Rodrigo ne pouvait pas refuser de recevoir le médecin sans éveiller des soupçons. Les apparences devaient être maintenues, surtout vis-à-vis de la famille d'Isabella qui, bien que moins riche que les Tavar, avait des connexions importantes dans la société de Salvador. Le docteur Silva fut donc installé dans une chambre d'invités et autorisé à examiner Isabella. Les esclaves domestiques, toujours à l'affût d'informations, rapportèrent que l'examen avait duré plus d'1 heure, que le docteur avait posé de nombreuses questions à Isabella, non seulement sur sa santé physique, mais aussi sur son état d'esprit, sa vie quotidienne, son mariage, et que, fait remarquable, Rodrigo n'avait pas été présent pendant l'examen, bien qu'il eût tourné en rond comme un fauve en cage dans le salon adjacent. Le soir même, le docteur Silva avait eu une longue conversation privée avec Rodrigo dans son bureau. Les murs épais empêchaient d'entendre les paroles exactes, mais les tonalités étaient claires. Le docteur parlait avec une autorité calme, mais ferme. Rodrigo répondait avec une colère contenue, puis avec ce qui semblait être de la justification, puis avec quelque chose qui ressemblait à de la négociation. Le lendemain matin, le docteur Silva était reparti pour Salvador. Mais avant de partir, il avait fait quelque chose d'inhabituel. Il avait demandé à voir Benedita, l'esclave cuisinière, prétextant vouloir s'assurer que les recommandations diététiques qu'il avait données pour Isabella seraient bien suivies. Mais une fois seul avec elle, il lui avait glissé discrètement un petit paquet enveloppé dans du tissu et avait murmuré « Cache ceci. Si la señora va vraiment mal, donne-lui cela. C'est un contrepoison au laudanum. Cela peut la sauver si elle prend trop. Mais ne dis à personne d'où ça vient. » Benedita avait pris le paquet, trop surprise pour poser des questions, et le docteur était parti. Cette visite avait eu des répercussions immédiates. Rodrigo était devenu encore plus sombre, plus imprévisible. Il avait augmenté la fréquence des punitions pour des infractions mineures. Il avait fait installer un poteau de fouet permanent près des Senzala, un rappel constant de son autorité. Et, fait le plus troublant, il avait arrêté le rituel des initiations nocturnes. Un nouveau lot d'esclaves était arrivé en décembre, mais aucun n'avait été emmené à la Casa Grande pour rencontrer Isabella. Les esclaves ne savaient pas s'ils devaient se réjouir ou s'inquiéter de ce changement. Thomas, lui, comprenait que quelque chose de fondamental s'était fissuré dans l'édifice de terreur que Rodrigo avait construit. Le docteur Silva avait vu quelque chose, avait compris quelque chose, et cela avait forcé Rodrigo à modifier son comportement, au moins temporairement. Mais la question demeurait. Qu'avait exactement découvert le docteur? Et surtout, qu'allait-il advenir d'Isabella maintenant que le rituel qui définissait son existence avait été suspendu? L'année 1839 débuta sous des auspices sombres. La sécheresse persistait, transformant les champs en terre craquelée. La production de sucre chutait, ce qui rendait Rodrigo encore plus irritable. Il passait de longues heures dans son bureau,
examinant les livres de comptes, envoyant des lettres urgentes à ses acheteurs à Salvador et à Recife. L'argent se faisait rare, les dettes s'accumulaient, et quand les maîtres étaient stressés, les esclaves en payaient le prix. Les fouets claquaient plus souvent, les rations diminuaient encore. Sébastien, sous pression constante de Rodrigo, devenait de plus en plus brutal dans son application de la discipline. 3 esclaves moururent en janvier, non pas de maladie, mais d'épuisement pur et simple, leur corps cédant après avoir été poussés au-delà de toute limite humaine. Leurs corps furent enterrés sans cérémonie dans un coin du domaine réservé à ce qu'on appelait cyniquement le jardin des Prétos, le jardin des Noirs, une vaste fosse commune où des centaines d'âmes reposaient dans l'anonymat. C'est dans ce contexte de désespoir croissant que Thomas et ses alliés commencèrent à envisager sérieusement la possibilité d'une fuite. Non pas une rébellion ouverte, qui aurait été un suicide, mais une évasion soigneusement planifiée vers les quilombos, ces communautés d'esclaves fugitifs qui existaient dans les régions reculées de l'intérieur du pays. Il y avait des rumeurs sur un grand quilombo appelé Palmarès Novo, situé à plusieurs jours de marche dans la forêt dense, où des centaines d'anciens esclaves vivaient libres, cultivant la terre, chassant, se défendant contre les expéditions punitives des autorités coloniales. Mais fuir n'était pas simple. Les plantations étaient conçues pour être des prisons à ciel ouvert. Des patrouilles de Capitaine Domato, des chasseurs d'esclaves professionnels, parcouraient constamment la région avec leurs chiens dressés pour traquer les fugitifs. La loi autorisait la mutilation des esclaves capturés en fuite, amputation d'orteils, marquage au fer rouge du visage avec un F de fugitivo, parfois même castration pour les récidivistes. Et si un esclave était capturé une 3e fois, la peine était généralement la mort par pendaison, son corps laissé exposé sur les routes comme avertissement. Malgré ces risques terrifiants, le groupe de Thomas continua à planifier. Ils identifièrent le meilleur moment pour partir. Pendant la saison des pluies qui commencerait normalement en mars ou avril, quand les pistes seraient boueuses et plus difficiles à suivre pour les chiens. Ils commencèrent à accumuler secrètement de petites provisions, des morceaux de manioc séchés, des fruits qu'ils cachaient dans des endroits connus d'eux seuls. Antonio, qui avait travaillé comme forgeron dans sa vie antérieure, réussit à voler quelques outils métalliques qu'il cacha près de la Senzala, des objets qui pourraient servir d'armes ou d'outils de survie dans la forêt. Mais leur plus grand atout était l'information que Pai João possédait. Le vieil Angolais avait survécu assez longtemps pour mémoriser les chemins, les rivières, les points de repère de la région. Il connaissait les histoires d'autres esclaves qui avaient tenté de fuir, ceux qui avaient réussi et ceux qui avaient échoué. Il savait où trouver de l'eau potable, quelles plantes étaient comestibles, comment éviter les serpents les plus dangereux. Il devint le cartographe mental de leur évasion potentielle. Pendant ce temps, Isabella continuait sa descente dans ce qui ressemblait de plus en plus à une forme de folie douce. Elle avait repris certaines de ses activités, mais avec une qualité d'automate. Elle supervisait les esclaves domestiques, mais donnait des ordres contradictoires. Elle demandait qu'on prépare des repas qu'elle ne mangeait pas. Elle passait des heures assise dans sa chambre, fixant le vide, sa fiole de laudanum toujours à portée de main. Benedita, qui continuait à s'occuper d'elle, rapporta à Thomas, lors d'une de leurs rares conversations, que la señora parlait de plus en plus de son passé. « Elle me raconte son enfance à Salvador », avait dit Benedita. Comment elle rêvait de devenir professeure, d'enseigner aux enfants. Comment sa mère l'emmenait à l'église tous les dimanches. Comment elle lisait des romans français en cachette, des histoires d'amour et d'aventure. Et puis elle pleure et elle dit « Tout ça a été détruit, tout ça est mort, je suis morte ». A-t-elle parlé de son mariage? Avait demandé Thomas. De comment cela a commencé? Benedita avait hoché la tête lentement. Une fois, elle avait bu trop de laudanum, elle n'était pas consciente de ce qu'elle disait. Elle a parlé d'une nuit peu après son mariage. Rodrigo l'avait emmenée dans son bureau. Il lui avait montré des livres qu'il avait rapportés d'un voyage en Europe. Des livres sur le pouvoir, sur la domination, sur des philosophes que je ne connais pas. Il lui avait expliqué sa vision, que le véritable pouvoir
ne venait pas seulement de la force ou de la richesse, mais de la capacité à contrôler psychologiquement les autres, à briser leur volonté de façon si complète qu'ils deviendraient des extensions de sa propre volonté. Thomas avait senti un frisson glacial parcourir son échine. Et ensuite, il lui avait proposé un marché, avait continué Benedita, sa voix à peine audible. Si elle acceptait de participer à son expérience, comme il l'appelait, il lui donnerait du pouvoir. Elle ne serait pas une simple épouse décoration. Elle serait sa partenaire dans la gestion de la plantation. Elle aurait accès à l'éducation, aux livres, à l'argent. Elle pourrait faire venir des professeurs, étudier la médecine qu'elle adorait. Tout ce qu'elle voulait, en échange de son obéissance dans cette unique chose. Et elle a accepté, avait murmuré Thomas, non pas comme une question mais comme une constatation. Elle a dit qu'elle pensait pouvoir le supporter, avait répondu Benedita, des larmes coulant maintenant sur ses joues ridées. Elle s'est dit que ce n'était qu'un aspect de sa vie, que le reste compenserait. Mais Rodrigo n'a jamais tenu toutes ses promesses. Les livres sont venus, oui, quelques professeurs aussi, mais le pouvoir réel, jamais. Elle n'a jamais été qu'un outil. Et maintenant, elle se rend compte qu'elle a vendu son âme pour rien. Cette révélation avait profondément ébranlé Thomas. Il avait voulu haïr Isabella simplement, la voir comme une complice volontaire. Mais cette histoire révélait quelque chose de plus complexe, de plus tragique. Elle aussi avait été piégée, manipulée, brisée, pas par les chaînes de fer, mais par les chaînes invisibles de la promesse trahie, de l'espoir détruit, de l'identité annihilée. Mais cette compréhension ne changeait rien aux faits. Isabella avait participé. Elle avait été l'instrument de l'humiliation de 27 hommes, peut-être plus. Elle portait cette culpabilité, que son consentement initial ait été manipulé ou non. En mars 1839, les pluies attendues ne vinrent toujours pas. La situation devenait critique. Les réservoirs étaient presque vides. On parlait d'envoyer des esclaves chercher de l'eau à une rivière située à plusieurs heures de marche. Les champs de canne mouraient, la faillite menaçait. Et Rodrigo, acculé financièrement, commença à prendre des décisions désespérées. Il annonça qu'il allait vendre une partie de ses esclaves pour renflouer ses finances. Une vente qui impliquerait la séparation de familles, l'éclatement des liens qui s'étaient formés malgré l'horreur. Les esclaves tombèrent dans un état de terreur anticipée, chacun se demandant s'il serait choisi, s'il serait arraché à ceux qu'il connaissait pour être vendu à des conditions peut-être encore pires ailleurs. C'est dans ce climat de panique que Thomas prit une décision audacieuse. Il fallait accélérer les plans de fuite. Il ne pouvait pas attendre les pluies qui ne venaient pas. Il fallait partir maintenant, profiter de la confusion, avant que le groupe ne soit dispersé par les ventes. Il organisa une réunion secrète avec ses alliés les plus proches. Antonio, Pai João, un jeune homme nommé Miguel qui avait été capturé récemment et qui connaissait les forêts de sa région d'origine, et deux autres hommes, Raphaël et Lucas, qui avaient tous deux subi le rituel nocturne et qui portaient la même rage contenue. « Nous partons dans 3 jours », avait déclaré Thomas. Le Sino envoie une grande partie des Capangas, les gardes armés, à Salvador pour négocier les ventes. Sébastien sera moins surveillé. C'est notre meilleure chance. Et la señora ? Avait demandé Antonio, sa voix chargée d'une émotion complexe. Qu'est-ce qu'on fait d'elle ? Un silence tendu s'était installé. C'était la question que tous évitaient depuis des semaines. Isabella représentait quelque chose de différent pour chacun d'eux. Pour certains, elle était l'ennemi. Pour d'autres, une victime. Pour Thomas, elle était devenue un symbole de toute la complexité morale de leur situation. Elle reste, avait finalement dit Thomas. Notre fuite, c'est notre justice. Sa prison, c'est la sienne. Mais au fond de lui, il n'était pas sûr que ce soit la bonne décision. Et cette incertitude allait le hanter. Le jour prévu pour la fuite arriva. C'était un mercredi, jour où traditionnellement les surveillances étaient légèrement relâchées, car Rodrigo se rendait à une petite chapelle locale pour la messe, maintenant les apparences de piété catholique. Le groupe avait décidé de partir à la tombée de la nuit, quand l'obscurité leur offrirait une protection maximale.
Thomas passa la journée dans un état de tension extrême, chaque muscle de son corps prêt à l'action. Il travaillait au champ, accomplissant ses tâches avec une normalité feinte, mais son esprit était ailleurs, repassant le plan encore et encore, anticipant chaque obstacle potentiel. Puis, en fin d'après-midi, quelque chose d'inattendu se produisit. Isabella apparut au champ. Elle n'était pas venue depuis des semaines. Elle marchait lentement, sans parasol malgré le soleil encore brûlant, ses vêtements légèrement en désordre, ses cheveux moins soigneusement coiffés que d'habitude. Elle semblait chercher quelqu'un du regard. Finalement, elle s'arrêta près de l'endroit où Thomas travaillait. Sébastien, surpris par sa présence, s'approcha pour lui demander si elle avait besoin de quelque chose, mais elle le renvoya d'un geste de la main. Puis, elle regarda Thomas directement, pour la première fois depuis cette nuit, il y a presque 4 ans. Leurs regards se croisèrent, et dans les yeux d'Isabella, Thomas vit quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. De la clarté. Une lucidité douloureuse, comme si les brumes de laudanum et de folie s'étaient momentanément dissipées. « Vous allez partir », dit-elle simplement, en portugais, assez bas pour que seul Thomas puisse l'entendre. Ce n'était pas une question. Thomas ne répondit pas, son cœur battant violemment. Comment savait-elle? Quelqu'un avait-il parlé? Était-ce un piège? Je ne vous en empêcherai pas, continua Isabella, sa voix étrangement calme. Je ne dirai rien, mais je veux que vous sachiez quelque chose. Elle s'arrêta, ses lèvres tremblant légèrement. Ce que je vous ai fait, ce que j'ai fait à tous, je ne peux pas demander pardon. Je ne mérite pas le pardon. Mais je veux que vous compreniez que j'ai été aussi détruite que vous. Différemment, mais détruite. Et maintenant je vais mettre fin à tout ça. Avant que Thomas puisse répondre, avant qu'il puisse même comprendre pleinement ce qu'elle voulait dire, Isabella s'était détournée et avait commencé à marcher vers la Casa Grande. Thomas la regarda partir, un sentiment d'appréhension grandissant en lui. Qu'avait-elle voulu dire par « mettre fin à tout ça » La nuit tomba sur Engenho da Conceição avec une lenteur agonisante. Thomas et ses 5 compagnons se préparèrent en silence, rassemblant leurs maigres provisions, leurs outils volés. Ils avaient convenu d'un point de rendez-vous près de la limite sud de la plantation, là où la forêt commençait. Ils partiraient, par petits groupes, pour ne pas éveiller les soupçons, puis se rejoindraient. Mais alors que Thomas s'apprêtait à quitter la Senzala, une agitation soudaine éclata près de la Casa Grande. Des cris, des bruits de course, des lumières qui s'allumaient précipitamment dans toutes les pièces. Quelque chose n'allait pas. Sébastien apparut, courant vers les baraquements, son visage déformé par quelque chose qui ressemblait à de la panique. « Tout le monde reste ici !» hurla-t-il. « Personne ne bouge, le sino va venir. » Les esclaves se figèrent, échangeant des regards inquiets. Thomas sentit son estomac se nouer. Le plan était-il découvert? Mais comment? Et puis, il se souvint des dernières paroles d'Isabella. « Je vais mettre fin à tout ça. » Non. Oh non. Rodrigo émergea de la maison, portant une lanterne, son visage d'ordinaire si contrôlé maintenant tordu par une rage, et quelque chose d'autre, quelque chose qui ressemblait à de l'incompréhension, du choc. Derrière lui venaient Benedita et 2 autres esclaves domestiques, tous en larmes. « Ma femme est morte », annonça Rodrigo d'une voix rauque. « La señora Isabella Catarina Tavares est morte. » Un silence absolu s'abattit sur la plantation. Même les insectes semblèrent cesser leur chant nocturne. Thomas sentit ses jambes faiblir. Morte. Comment? Rodrigo continua, parlant plus pour lui-même que pour les esclaves rassemblés. Elle s'est empoisonnée. Elle a bu tout le flacon de laudanum. Benedita l'a trouvé dans sa chambre. Elle a laissé une lettre. Une lettre. Thomas vit Rodrigo serrer un morceau de papier dans son poing, le froissant jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'une boule informe. Une lettre de mensonge et d'accusation, cracha Rodrigo. Elle ose m'accuser. Moi, comme si elle n'avait pas consenti, comme si elle n'avait pas profité de tout ce que je lui ai donné. Mais sous la rage, il y avait quelque chose d'autre dans la voix de Rodrigo. Une faille, un tremblement.
Pour la première fois depuis que Thomas le connaissait, le maître semblait perdre son masque de contrôle absolu. « Elle dit qu'elle a tout noté », continua Rodrigo, presque murmurant maintenant. « Les noms, les dates, tout. Elle dit qu'elle a envoyé une copie de ses notes à son confesseur à Salvador. Des mensonges, des inventions d'une femme dérangée par les drogues. Mais c'était trop spécifique pour être un mensonge. Isabella, dans ses dernières heures de lucidité, avait fait quelque chose de remarquable. Elle avait documenté les horreurs. Elle avait créé un témoignage. Et elle l'avait mis en sécurité, hors de portée de Rodrigo. Thomas comprit à cet instant que le monde de Rodrigo Tavares était en train de s'effondrer. Si ces notes devenaient publiques, si l'Église les lisait, si les autorités de Salvador en avaient connaissance, même dans cette société qui tolérait d'immenses cruautés envers les esclaves, ce qui s'était passé à Engenho da Conceição franchirait une ligne. Ce n'était pas simplement de l'exploitation, c'était quelque chose de plus pervers, de plus systématiquement cruel. Cela pourrait détruire la réputation de Rodrigo, ruiner ses relations commerciales, peut-être même le conduire à des poursuites. Les jours suivants furent chaotiques. Isabella fut enterrée rapidement, presque secrètement, dans le petit cimetière familial près de la chapelle. Aucun prêtre de Salvador ne vint officier. Seul le père local, un homme âgé qui dépendait financièrement de Rodrigo, marmonna quelques prières expédiées. Rodrigo fit détruire toutes les affaires personnelles d'Isabella, brûlant ses robes, ses livres, son petit carnet noir qu'il trouva caché sous son matelas. Il fouilla frénétiquement la maison, cherchant s'il existait d'autres copies de ses notes. Mais Isabella avait été plus prudente qu'il ne le pensait. 3 semaines après sa mort, un émissaire arriva de Salvador, portant une lettre de l'évêque diocésain. La lettre était formelle, glaciale. Elle informait Rodrigo que l'Église avait reçu un document troublant d'une certaine dame récemment décédée. Que ce document contenait des allégations graves concernant les pratiques morales à Engenho da Conceição. Que l'évêque, bien qu'il comprît les nécessités économiques de la gestion d'une plantation, ne pouvait ignorer certains comportements qui heurtaient profondément la doctrine chrétienne. La lettre ne menaçait pas explicitement Rodrigo, mais l'avertissement était clair. L'Église le surveillait. Un pas de trop, et son statut social, sa respectabilité, tout ce pourquoi il avait construit son système de terreur, s'évaporerait. Rodrigo lut et relut la lettre, puis la jeta au feu. Il passa les jours suivants enfermé dans son bureau, buvant de la cachaça en quantité croissante, alternant entre des périodes de silence morne et des explosions de rage où il détruisait des meubles, brisait des miroirs, hurlait contre les murs. Sébastien essayait de maintenir l'ordre dans la plantation, mais lui aussi semblait déstabilisé. L'équilibre de terreur soigneusement calibré s'était rompu. Les esclaves le sentaient, une possibilité s'ouvrait dans cette fissure. Et Thomas décida qu'il était temps d'agir. La nuit de la fuite fut repoussée d'1 semaine pour permettre à la situation de se stabiliser légèrement, mais maintenant le moment était venu. Thomas, Antonio, Pai João, Miguel, Raphaël et Lucas se retrouvèrent au point de rendez-vous convenu. Ils avaient avec eux quelques provisions, des outils et surtout un objectif clair, atteindre le Quilombo de Palmares Novo avant d'être capturés. Ils commencèrent leur marche dans l'obscurité, guidés par la connaissance de Pai João des étoiles et des chemins. Les premières heures furent tendues, chaque bruit les faisant sursauter, s'attendant à entendre les aboiements des chiens de chasse. Mais aucun bruit de poursuite ne vint. Ce n'est que beaucoup plus tard qu'ils apprendraient pourquoi. Benedita, fidèle jusqu'au bout à la mémoire d'Isabella, avait saboté les lanternes des gardes cette nuit-là, retardant toute poursuite potentielle de plusieurs heures critiques. Elle avait aussi libéré les chiens de chasse de leur enclos, les laissant courir dans toutes les directions. C'était son dernier acte de résistance, son hommage à la femme qu'elle avait servie et qui, à la fin, avait choisi la seule forme de liberté qui lui restait. Thomas et ses compagnons marchèrent pendant 3 jours et 3 nuits,
se cachant pendant les heures de plein soleil, progressant péniblement à travers la forêt dense. Ils survécurent en mangeant des fruits sauvages, en buvant l'eau des ruisseaux, en suivant les indications que Pai Juan se souvenait vaguement d'avoir entendues des décennies plus tôt. Le 4e jour, épuisés, affamés, leurs pieds ensanglantés par les kilomètres parcourus, ils furent découverts par une patrouille du Quilombo. Des hommes et des femmes armés de lances et de machettes, leurs visages d'abord méfiants puis, après avoir entendu leur histoire, empreints de compassion et de solidarité. Ils furent emmenés au cœur de Palmares Novo, un village construit dans une clairière protégé par des palissades de bois, où vivaient près de 200 anciens esclaves. Une communauté libre, organisée selon des principes égalitaires inspirés des traditions africaines et adaptés aux réalités brésiliennes. Un endroit où les chaînes, physiques et psychologiques, pouvaient commencer à être défaites. Thomas vécut à Palmares Novo pendant 7 ans. Il apprit à cultiver la terre selon les méthodes communautaires du Quilombo. Il se maria avec une femme nommée Teresa, une ancienne esclave d'une plantation voisine qui était arrivée au Quilombo 2 ans avant lui. Ils eurent 2 enfants, un garçon et une fille, qui grandirent libres, sans jamais connaître le poids des chaînes ou la morsure du fouet. Thomas leur enseigna les histoires de son peuple Yoruba, les légendes de ses ancêtres, mais aussi l'histoire d'Engenho da Conceição. Pas pour transmettre la haine, mais pour que la mémoire ne se perde pas, pour que les générations futures comprennent le prix de la liberté. Antonio devint l'un des défenseurs du Quilombo, entraînant les jeunes hommes aux techniques de combat nécessaires pour repousser les expéditions punitives qui venaient périodiquement tenter de détruire leur communauté. Il ne parlait presque jamais de ce qui s'était passé à la plantation, gardant cette douleur enfouie profondément. Mais ceux qui le connaissaient voyaient parfois dans ses yeux une obscurité qui ne s'estompait jamais complètement. Pai Juan mourut paisiblement 2 ans après leur arrivée, entouré de ceux qui l'avaient aidé à libérer. Ses dernières paroles furent en Kikongo, une prière à ses ancêtres, leur demandant d'accueillir son esprit fatigué. On l'enterra selon les rituels africains préservés dans la mémoire collective du Quilombo, et son nom fut gravé sur un arbre sacré au centre du village, aux côtés de tous ceux qui avaient donné leur vie pour la liberté. Miguel, Raphaël et Lucas devinrent également des membres respectés de la communauté, chacun apportant ses compétences et reconstruisant lentement ce que l'esclavage avait tenté de détruire en eux. Leur humanité, leur dignité, leur sentiment d'avoir une valeur intrinsèque au-delà de leur capacité à travailler pour un maître. Mais qu'était-il advenu d'Engenho da Conceição après leur fuite? Les nouvelles voyageaient lentement dans ces régions, portées par des voyageurs occasionnels, des commerçants itinérants, d'autres esclaves fugitifs qui rejoignaient le Quilombo. Les fragments d'informations qui parvenaient jusqu'à Palmares Novo peignaient le tableau d'une lente désintégration. Rodrigo Tavares n'avait jamais récupéré de la mort d'Isabella et de la fuite de ses esclaves. La lettre de l'évêque avait circulé dans certains cercles de Salvador. Jamais publiquement, mais suffisamment pour que les rumeurs commencent. Des rumeurs sur des pratiques déviantes à Engenho da Conceição. Des rumeurs sur un maître qui utilisait sa propre épouse de manière impie. Les détails étaient vagues, déformés par la transmission orale, mais le dommage était fait. La réputation de Rodrigo en souffrit gravement. Ses partenaires commerciaux commencèrent à se distancier. Les prêts qu'il sollicitait pour maintenir la plantation à flot furent refusés. La sécheresse persistante n'arrangeait rien, détruisant les récoltes année après année. Les esclaves restants, sentant la faiblesse du système, devinrent moins dociles. Certains s'enfuyaient, d'autres résistaient passivement, travaillant lentement, sabotant subtilement l'équipement. Sébastien, le contremaître, fut retrouvé mort en 1842 dans des circonstances mystérieuses, peut-être assassiné par un esclave vengeur, peut-être victime d'un accident, personne ne sut jamais avec certitude. Rodrigo se mit à boire de plus en plus. Il passait des journées entières enfermé dans sa chambre, celle qu'il avait autrefois partagée avec Isabella, parlant seul, parfois hurlant contre des fantômes que lui seul pouvait voir. Les esclaves domestiques qui restaient murmuraient qu'il était hanté,
que l'esprit de la señora ne lui donnait pas de repos. Mais ce n'était pas des fantômes surnaturels qui le torturaient. C'était la culpabilité, le poids de ses propres actions, la réalisation lente et horrible que tout ce qu'il avait construit, tout son système de domination absolue, s'était effondré, le laissant seul avec les ruines de sa propre cruauté. En 1846, Engenho da Conceição fut saisi pour dette et vendu aux enchères. Rodrigo était alors un homme brisé, prématurément vieilli, son esprit détruit par l'alcool et les remords. Il mourut quelques mois plus tard, dans une petite maison de Salvador, seul, abandonné par sa famille, qui avait honte d'être associée à son nom. Il n'y eut pas de funérailles élaborées, pas de messe commémorative, juste un enterrement rapide dans un coin oublié du cimetière municipal. La plantation elle-même fut achetée par un consortium de négociants de Recife qui tentèrent de la remettre en marche, mais sans succès. L'endroit semblait maudit, non par des forces surnaturelles, mais par le poids de son histoire. Les esclaves qui y étaient envoyés trouvaient toujours des moyens de s'enfuir. L'équipement tombait constamment en panne. Les récoltes échouaient mystérieusement. Les nouveaux propriétaires finirent par abandonner, laissant les bâtiments se dégrader lentement sous l'assaut de la végétation tropicale. Quant aux notes d'Isabella, le document qu'elle avait envoyé à l'évêque, il disparut dans les archives ecclésiastiques. Peut-être fut-il intentionnellement détruit pour éviter le scandale. Peut-être fut-il simplement oublié, classé parmi des milliers d'autres documents dans les caves humides de l'évêché. Mais des copies existaient peut-être ailleurs. Isabella, dans sa planification méticuleuse de ses derniers actes, avait-elle envoyé le document à d'autres destinataires, à sa famille, à un juge sympathique, à un journaliste abolitionniste? Personne ne le sut jamais avec certitude. Ce qui est certain, c'est que dans les décennies qui suivirent, des histoires commencèrent à circuler dans la région du Recôncavo Baiano. Des histoires sur une plantation maudite où un maître fou avait commis des actes innommables. Des histoires qui mélangeaient faits et fiction, exagérant certains détails, en minimisant d'autres, transformant lentement Engenho da Conceição en une légende urbaine, un conte moral sur les dangers de l'orgueil et de la cruauté. Certaines versions parlaient d'un seigneur qui avait vendu son âme au diable pour obtenir le pouvoir absolu sur ses esclaves. D'autres racontaient qu'il avait été tué par un esclave vengeur qui avait ensuite disparu dans la forêt, protégé par les Orixa africains. D'autres encore affirmaient que son épouse l'avait empoisonné avant de se suicider, un meurtre-suicide passionnel. La vérité plus complexe, plus troublante, plus profondément humaine dans son horreur se perdit dans ces récits mythifiés. Mais pour Thomas, vieillissant maintenant à Palmares Novo, la vérité ne s'était jamais estompée. Il se souvenait de chaque détail de cette nuit dans la chambre d'Isabella. Il se souvenait de son regard vide, de ses gestes mécaniques, de la présence invisible mais palpable de Rodrigo, observant depuis l'ombre. Il se souvenait de la honte écrasante qui l'avait submergé, de la façon dont cette expérience avait marqué son âme aussi profondément que le fer rouge avait marqué son épaule. Et il se souvenait d'Isabella elle-même, non pas comme un monstre simple, mais comme une femme qui avait fait un choix terrible, poussée par des circonstances qu'elle n'avait pas pleinement comprises, qui avait ensuite vécu avec les conséquences de ce choix, qui s'était lentement désintégrée sous le poids de sa propre complicité et qui avait finalement trouvé le courage de briser le cycle de la seule façon qu'elle connaissait, en s'en extrayant définitivement et en laissant derrière elle un témoignage qui, même s'il ne lui apporta jamais justice complète, avait au moins fissuré l'armure d'impunité de Rodrigo. Un soir de 1853, alors que Thomas était assis devant sa maison à Palmares Novo, regardant ses petits-enfants jouer dans la poussière rouge du village, libre pour la première fois de sa vie adulte, il pensa à Isabella. Il pensa à tous ceux qui avaient souffert à Engenho da Conceição. Il pensa à Benedita, qui avait choisi de rester pour aider leur fuite et qui était probablement morte esclave, n'ayant jamais connu la liberté physique, mais ayant exercé sa liberté morale dans cet acte final de résistance.
Et il comprit quelque chose que des années de réflexion lui avaient lentement enseigné. Le mal n'était pas toujours un monstre évident, avec des cornes et des griffes. Parfois, le mal ressemblait à un homme élégant en costume blanc, se considérant comme un philosophe, croyant que sa cruauté était une forme supérieure de contrôle social. Parfois, le mal ressemblait à une jeune femme qui faisait un compromis qu'elle pensait pouvoir gérer, ne réalisant que trop tard qu'elle avait compromis son âme même. Parfois, le mal était systémique, tissé dans les structures d'une société qui considérait certains êtres humains comme de simples propriétés. Mais il comprit aussi que la résistance, même dans ses formes les plus petites, avait du pouvoir. Benedita sabotant les lanternes, Isabella laissant un témoignage, Pai João transmettant ses connaissances, Antonio, Miguel, Raphaël, Lucas et lui-même choisissant de risquer la mort pour la possibilité de la liberté. Chacun de ces actes, individuellement petits, contribuait à fissurer le système. L'esclavage au Brésil continuerait pendant encore des décennies. Ce ne serait qu'en 1888 que la loi Auréa abolirait définitivement cette institution monstrueuse, faisant du Brésil le dernier pays des Amériques à abolir l'esclavage. Des millions d'âmes souffriraient encore, des millions d'histoires d'horreur s'ajouteraient à celles d'Engenho da Conceição. Mais chaque histoire de résistance, chaque acte de défi, chaque moment où quelqu'un choisissait l'humanité plutôt que l'obéissance aveugle, était une pierre ajoutée à l'édifice de la liberté future. Thomas mourut en 1857 à l'âge de 42 ans, relativement jeune selon les standards modernes, mais ayant vécu plus pleinement dans ces années de liberté que beaucoup ne vivent en une vie entière. Il fut enterré sous un grand arbre à Palmares Novo et son nom fut ajouté à la liste des ancêtres honorés. Ses enfants et petits-enfants transmirent son histoire, génération après génération, jusqu'à ce qu'elle devienne une partie de la mémoire collective de leur communauté. Et quelque part, dans les archives poussiéreuses de l'évêché de Salvador, ou peut-être perdues à jamais dans un incendie ou les ravages du temps, reposaient peut-être encore les notes d'Isabella Catarina Tavares. Des pages jaunies couvertes de son écriture soignée, documentant avec une précision clinique les horreurs qu'elle avait elle-même aidé à perpétrer. Un témoignage écrit dans le sang et les larmes. Une confession qui était aussi une accusation. Un dernier acte de résistance d'une femme qui avait perdu presque tout, mais qui avait refusé de perdre la dernière chose qui lui restait. La capacité de dire la vérité. Les ruines d'Engenho da Conceição existent peut-être encore aujourd'hui, quelque part dans le Reconcavo baiano. Des murs de pierre blanche envahis par la végétation. Des fondations brisées où s'élevait autrefois la Casa Grande. Des dépressions dans le sol marquant l'emplacement des anciennes senzalas. Et si vous cherchiez assez longtemps, si vous creusiez assez profondément, peut-être trouveriez-vous les restes du jardin des Prétos, cette fosse commune où reposent des centaines d'âmes anonymes, des hommes, des femmes et des enfants qui travaillèrent jusqu'à la mort pour produire le sucre qui adoucissait le thé en Europe. Des êtres humains réduits à des numéros dans les livres de comptes, à des outils dans un système d'exploitation industrielle. Mais leurs histoires, même quand leurs noms sont perdus, méritent d'être rappelés. Parce que c'est seulement en se souvenant de l'horreur que nous pouvons nous assurer de ne jamais la répéter. C'est seulement en reconnaissant la capacité humaine pour la cruauté que nous pouvons cultiver consciemment notre capacité pour la compassion. Et c'est seulement en honorant ceux qui ont résisté, qui ont survécu, qui ont trouvé des moyens de préserver leur humanité dans les circonstances les plus déshumanisantes, que nous pouvons comprendre la force remarquable de l'esprit humain. L'histoire d'Engenho da Conceição n'est pas une histoire de fantômes ou de malédictions surnaturelles. C'est une histoire de monstres bien réels. L'ambition sans limite morale, le pouvoir sans empathie, le compromis avec le mal qui détruit lentement l'âme. Mais c'est aussi une histoire de résilience extraordinaire, de solidarité forgée dans la souffrance commune, de courage qui se manifeste non pas dans les grands gestes héroïques, mais dans les choix quotidiens de rester humain malgré tout. Et si parfois,
Dans les nuits calmes de cette région du Brésil, les anciens racontent qu'on peut encore entendre des murmures provenant des ruines de cette plantation. Ce ne sont pas les voix des morts qui reviennent pour hanter les vivants. Ce sont les échos de l'histoire elle-même, nous rappelant que le passé n'est jamais vraiment passé, que les crimes commis contre l'humanité laissent des traces qui perdurent à travers les générations, et que nous avons tous la responsabilité de nous souvenir, de comprendre et de faire en sorte que de telles horreurs ne se reproduisent jamais. Dans cette perspective, l'histoire de Rodrigo Henrique Tavares et d'Isabella Catarina Tavares devient plus qu'un simple récit de cruauté individuelle. Elle devient un miroir dans lequel nous pouvons voir les dangers de tout système qui déshumanise une catégorie d'êtres humains. Elle devient un avertissement sur les rationalisations que nous construisons pour justifier l'injustifiable. Elle devient une question que chaque génération doit se poser. Quand confrontés au mal systémique, que choisirons-nous? La complicité par le silence, la complicité par la participation active, ou la résistance, même quand celle-ci semble futile, même quand le prix est énorme? Thomas, Antonio, Paijouan et les autres ont fait leur choix. Isabella, à sa façon compliquée et tragique, a finalement fait le sien. Benedita a fait le sien. Et maintenant, des siècles plus tard, nous sommes laissés avec leurs histoires, avec les leçons qu'elles portent, avec les questions qu'elles soulèvent. Cette histoire vous a-t-elle glacé le sang? Pensez-vous que tout cela ait vraiment pu se produire, ou est-ce une légende exagérée? Laissez votre opinion dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire vous a marqué, abonnez-vous à cette chaîne et partagez-la avec ceux qui, comme vous, cherchent à comprendre les parts les plus sombres de notre histoire humaine. Parce que c'est seulement en regardant franchement notre passé, dans toute son horreur, que nous pouvons espérer construire un avenir meilleur. Et rappelez-vous, les monstres les plus terrifiants ne sont pas ceux des contes de fées. Ce sont ceux qui portent des visages humains, qui vivent dans des maisons élégantes, qui s'assoient dans les églises le dimanche. Ce sont ceux qui construisent des systèmes d'oppression et les appellent civilisations. Ce sont ceux qui compromettent leur humanité pour le pouvoir, l'argent ou le confort. Mais rappelez-vous aussi que même dans les ténèbres les plus profondes, il y a toujours eu ceux qui ont choisi la lumière, ceux qui ont résisté, ceux qui ont survécu, ceux qui ont transmis leurs histoires, pour que nous n'oubliions jamais. Engenho da Conceição n'existe peut-être plus, mais son histoire et les leçons qu'elle porte doivent perdurer. Pour les Thomas, les Antonio, les João de ce monde, pour les Isabella qui ont fait des choix terribles et qui ont payé le prix ultime, pour les Benedita qui ont résisté silencieusement, et pour tous ceux dont les noms ont été perdus, mais dont les vies avaient de l'importance, dont les souffrances n'ont pas été vaines, dont les histoires méritent d'être rappelées. N'oubliez jamais, ne laissez jamais l'histoire se répéter, et demandez-vous toujours, de quel côté de l'histoire me tiendrai-je ?